Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le Grand Talk. Et le Grand Talk qui reçoit un humoriste émérite, ivoiro-marocain, mais plus ivoirien que marocain, puisqu'il a grandi ici, il est né au Maroc et de Marrakech à Abidjan. Il a pris du volume. Je l'ai connu mince, aujourd'hui il a pris du poids. Et ce poids-là, nous allons devoir le subir dans cette émission. Humoriste. Oh oui. C'est génial, c'est génial. Il a pris du volume, moi je pensais à la scène, mais il pensait à mon corps, mais c'est parfait, très très bien présenté. Allez, voilà, c'est évidemment, il y aura du rire, mais en plus du rire, il y aura de la beauté et du cinéma. Je vous demande de faire un triomphe à Miss Aurélie Eliane. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Bienvenue madame, et sans oublier de saluer l'homme qu'on appelle Adama Dariko. Et la belle est séduisante, toujours avec son sourire, à faire pâlir de jalousie quelques téléspectateurs qui aimeraient bien avoir ton adresse, mais on l'affichera, je l'espère pour vous, avant la fin de l'émission, au bas de l'écran. Si vous êtes gentil d'ailleurs. Je vous demande de faire un triomphe pour Christiane Bonama. Et Christiane, qui, comme dans tous les grands talks, s'intéresse à quelques petits sujets qui pourraient nous intéresser. Et cette fois-ci, vous avez voulu faire ce qu'on pourrait appeler le Vox Africa Inside, en vous intéressant aux petites émissions, enfin aux émissions de la chaîne, et notamment à Barao Africa. Tout à fait. Alors aujourd'hui, je vous parle de Barao Africa. C'est une invitation à bien démarrer la journée avec Barao, qui est notre matinale, animée par la ravissante Fanny, accompagnée de tout un lot de chroniqueurs tout aussi charmants et surtout enjoués, de quoi vous apporter de la bonne humeur. Ça commence déjà à 5h30 GMT. Et donc Barao, c'est une matinale très animée qui a plusieurs rubriques. Alors il y a par exemple la revue de presse, pour donc faire un bref tour de l'actualité majeure africaine. C'est aussi la météo, pour savoir s'il faut sortir ou pas avec votre parapluie et ne pas avoir quand même de mauvaises surprises là dehors. Barao, c'est également de la santé, du bien-être, c'est aussi de la beauté. Et en plus, sur ce plateau, nous avons quelqu'un qui est bien sûr une égérie, de toute marque qui se respecte, la vaudrait bien pour égérie. Merci. Aurélie Eliane. Donc Barao et Vox Africa, c'est aussi de la beauté, de la santé, du bien-être. C'est aussi Wanda. Alors Wanda, en fait, c'est tout ce qu'il y a d'insolite sur la toile. Donc tout ce qui fait rire, tout ce qui est incongru, tout ce qui étonne, tout ce qui époustoufle, et tout ça, vous retrouvez dans Barao. Barao, c'est également la promotion de la culture africaine. Ça se passe dans Africainement Vôtre. Alors là, on vous décortique un mot, une expression, un proverbe africain. C'est également la culture people, donc l'actualité des vedettes et stars du continent black. Barao, c'est également une source d'inspiration pour les personnes qui cherchent un métier à embrasser, ou encore cherchent à faire une certaine reconversion. Et ça se passe dans la capsule Mon Job à moi. Alors, pompistes, juristes, pharmaciens et autres, tout y passe. Par exemple, humoriste en herbe ou encore actrice. Tout y passe, de quoi susciter, pourquoi pas, des vocations. Alors, Barao, c'est enfin des saveurs africaines avec des grands chefs dans leur cuisine, de quoi vous faire saliver dès le matin. Après tout, le petit déjeuner, c'est le plat qui compte le plus, paraît-il. Et puis donc, au vu de tout ceci, avec toute cette palette de rubriques, on pourra retenir que Barao, c'est un menu équilibré et complet pour bien démarrer la journée. Allez, Barao, la matinale hyper vitaminée de Vox Africa, tout de suite, un extrait. C'est accessoire, voilà. N'hésitez pas aussi à envoyer donc des messages, on l'a vu sur Facebook, mais également par Twitter. C'est plus rapide, des petits elle est trucs très comme ça. assidue du Togo. Et puis les journaux togolais, en fait, vous se connaître et puis on va faire. Mais le Togo, justement, on en a parlé dans un de tes coups de cœur. Oui, les coups de on cœur. a eu donc effectivement beaucoup de messages, notamment de Bijoux, et on va leur faire une dédicace en fin d'émission. On passera un clip togolais. Et puis la presse togolaise aussi, on doit participer à la revue de presse. Donc faites-vous connaître. Voilà. Et Kofi Ali, quelque chose comme ça. De la radio. Réagissez, envoyez Participez à la revue de presse de Barao Africa. Écoute, tu me fais une transition toute lancée. C'est justement 7h, l'heure de notre revue de presse africaine. Voilà, retour sur le plateau.
plateau du Grand Talk avec une invitée, Aurélie Eliam. Aurélie, lève tôt, lève tard? Lève tôt. Lève tôt. Ouais, il paraît que le coq se lève tôt, mais finit toujours par se retrouver dans la casserole. Mais je vais vous présenter notre invitée. Aurélie Eliam, vous êtes franco-ivoirienne. Hein? Effectivement. Voilà, vous êtes modèle, mannequin, actrice de cinéma, de séries télévisées. Votre carrière démarre véritablement en 2006 avec le rôle majeur, autant critiqué que aimé, dans Docteur Boris. Quel était le rôle que vous jouiez? Je jouais le rôle d'un docteur qui s'appelait Alice Bamba. Alice Bamba, un succès d'ailleurs qui vous ouvre les portes du 7e art, et à partir de là, le rouleau compresseur est enclenché et les films vont se succéder, notamment les Résidences du Bonheur. C'est ça, c'était La Résidence du Bonheur. La Résidence du Bonheur. Dance with a Dreamer, Danser avec le rêveur. C'est ça. Et tu as beaucoup dansé avec lui dans ce film? Un petit peu, oui. Un tout petit peu, non pas beaucoup. Et depuis 2012, vous incarnez un flic qui est infiltré dans un réseau de cybercriminels qui s'appelle Brouter.com. Tout à fait. Et puis ce film a été primé, autant le rappeler, au festival, le Grand Prix africain du cinéma et de la télévision. Voilà, du Grand Prix, meilleure série télévisée meilleure série télévisée africaine d'Afrique de l'Ouest en 2013. Et puis depuis, vous avez aussi fait de la télé. Oui. Aux côtés de Didier Bléou sur la télévision ivoirienne RTI 1, dans l'émission Showtime, et puis un peu de journalisme dans un magazine People ivoirien qui s'appelle Life Magazine. Aurélie, bonsoir, bienvenue quand même dans le Grand Talk. Et peut-être elle brûle d'impatience. Alors ma première question, c'est de savoir comment Aurélie arrive au 7e art, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Aurélie, en fait, après le bac, ne s'y est pas jetée tout de suite. Elle a quand même fait des études de droit. Alors oui, effectivement, j'ai commencé, donc on va dire après le bac en 2006, en tant que modèle pour des publicités. J'étais dans une agence, mais entre-temps, je combinais, on va dire, l'agence de mannequinat et aussi les études de droit. D'ailleurs, ça ne m'a pas plu. J'ai laissé tomber au bout d'un an, mais je me suis mise après à faire de la communication d'entreprise, toujours aussi combinée avec le mannequinat. Mais c'est en 2007-2008 que justement j'ai été repérée par un casting qui m'a permis de faire justement Docteur Boris. J'ai joué, donc on a eu une période pilote donc, où j'ai joué quelques épisodes. Lorsque la série justement a eu un sponsor, on a recommencé, on va dire, une nouvelle saison, une nouvelle production avec bien sûr les acteurs qu'on a connus comme Ahmed Souané, comme Adama Daïko et tous les acteurs que vous avez eu l'occasion de voir. Voilà. Alors, comment vous êtes repéré? C'est des amis qui vous disent un coup, t'as le look de l'emploi ou t'as le look coco? Non. Alors, donc, il y a une anecdote en fait qui m'a une anecdote que j'ai vécue pendant ma période de mannequinat qui m'a fait, on va dire que je pouvais m'initier dans le cinéma. Alors, c'était une fois où il y avait une publicité pour une entreprise de téléphonie de la place. Et je jouais le rôle d'une figurante. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai passé une journée horrible. On nous a fait repartir à la maison, revenir, et donc on connaît un petit peu les tournages ici. Et donc, je suis arrivée, j'avais plus un sou sur moi. Je suis arrivée quand même, mais j'étais quand même figurante, donc je voulais vraiment le faire. Et l'actrice principale, elle n'y arrivait pas. Elle n'arrivait pas du tout à rentrer dans le rôle de ce qu'on lui demandait, juste de répondre au téléphone des standardistes, etc. Donc, il y a un monsieur, donc quand on disait action, j'ai une copine bizarrement qui rigolait derrière et qui faisait ah oui, mais je suis avec mon copain, laisse-moi tomber. Et moi, ça me faisait marrer, donc je faisais que rigoler. Et apparemment, le réalisateur donc, de la pub m'a dit « Ah, écoutez, mademoiselle, on va vous essayer pour le rôle principal. » Donc, c'est comme ça que j'ai pris le rôle de la demoiselle. On m'a demandé de répondre à un certain nombre de choses, etc. Et j'ai réussi avec brio. Et les personnes de la production m'ont dit « Mais est-ce que vous faites du cinéma ou est-ce que vous faites de la comédie ?» Je dis « Non, pas du tout, je suis modèle. » Ils m'ont dit « Ah, mais pourquoi pas vous essayer dans le cinéma ?» Donc, essayez dans le cinéma parce que ça peut marcher pour vous. Donc, il y a eu ce petit tic, en fait, ce petit déclic qui a fait que je me suis dit, bon, on va essayer. Et il y a eu un casting, justement, où des amis m'ont appelé, m'ont dit, Aurélie, il y a un casting pour une série, il faut s'y rendre, on ne sait jamais. Donc, je suis partie, j'ai fait le casting. Et puis, bon, quelques semaines après, on m'a appelé pour me dire que j'ai été retenue. Donc, c'est comme ça. Et Wallace, tu as eu le temps de la voir à l'écran?
Oui, parce qu'en plus, elle joue avec, avec mon binôme dans Gaou Story, qui est Jep Begré. Ah oui. Et qui est mon frère. Rappelons que ça, c'est dans la série Brouteur. Brouteur.com, exactement. Voilà. C'est un très grand acteur. Je lui fais un gros bisou. Allez, le temps pour nous, évidemment, de regarder maintenant la série Brouteur.com, un court extrait. Tu as une superbe maison. La piscine, la cour. Très jolie. Merci. Merci aussi pour le dîner. J'ai beaucoup aimé les escargots. Le vrai dîner, c'est toi. Tu penses que c'est par hasard que je t'ai fait manger des photocopies? Pas de quoi. Je te sers une autre coupe de champagne? Oui, avec plaisir. En tout cas, un moment de scène culte est là aux côtés d'un autre acteur ivoirien, Franck Vlehi. Et tu danses toujours aussi bien, c'est ça? Non. On va dire que comme on dit, je danse comme une bluff, ouais. Comme chez nous, mais bon. Ouais, bluff, ouais, en Côte d'Ivoire, ça veut Comme dire une danser comme une blanche. Mais pour être On se débrouille. précis, c'est que vous dansez comme un pied. Et un autre qui lui est Monsieur Adama Daïko, nous vous écoutons. Jean-Jacques, ne vous en faites pas. Aurélie, bonsoir. Bonsoir. Je suis Adama Daïko. Ben, ce n'est pas pour un casting, hein, c'est juste quelques petits renseignements que je vais vous demander. Aurélie, ça s'écrit avec A. Oui. Dans l'alphabet, après A, c'est B. Savez-vous que selon les investigations que nous avons en notre possession, il se trouve que vous êtes une actrice de bonheur. Ah, de série B, vous voulez dire? C'est-à-dire que vous êtes belle, B comme belle, et chaque fois que vous jouez un rôle principal dans un film, c'est un film qui est déclaré un film à succès. Brouteur B, B, vous êtes belle, Docteur Boris B, voyez-vous, Résidence du bonheur, tout est B, B. C'est quoi votre secret? Je voudrais vous rappeler que c'est une question qui marque un moment important de cette émission, la drague en direct. Bon, on va dire que il n'y a pas vraiment de secret. Hein. Ce sont des opportunités que j'ai eues. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont permis de jouer dans ces séries. Le docteur Boris à Brouteur. C'est une manière pour moi de mettre mon talent en avant. Surtout que j'aimerais justement, en tant qu'actrice, jouer différents rôles, donc qui me permet de sortir de ma personnalité. Docteur Boris, c'était le rôle d'une jeune dame un petit peu introvertie, amoureuse d'un autre docteur qui la faisait un petit peu souffrir. Moi, je suis plus ce genre de fille extravertie qui fait palabre quand ça ne va pas. La Résidence du bonheur, je jouais une méchante fille, on va dire, qui était aussi amoureuse d'un locataire de l'immeuble, qui voulait un petit peu mettre, on va dire, mettre des bâtons dans les roues d'une autre fille. Donc, c'est pas du tout mon but. Moi, quand je suis quelqu'un plutôt d'assez... on va dire j'aime bien me faire draguer, je n'aime pas plutôt le contraire. Donc, ce sont des rôles qui sont différents. Brouteur aussi, je joue le rôle d'un flic. Donc, je jouais un petit peu, donc au début, la première saison, vous avez pu le voir ici, donc c'était un petit peu le flic infiltré qui jouait de ses charmes pour pouvoir rentrer, on va dire, dans le réseau des brouteurs. Mais dans la saison 2, je joue plus vraiment le rôle du flic qui est à la poursuite donc de ces brouteurs. Et là, c'est surtout le flic, le garçon manqué. Alors que bon, je suis quelqu'un de très féminine, Okay, donc vraiment ce sont différents. À chaque fois, ce sont des nouvelles manières pour moi d'exprimer mon talent, et je ne demande que ça. En tout cas, Wallace, vous êtes averti, ce appel du pied, elle aime bien se faire draguer. J'ose espérer qu'avant la fin de cette émission, vous serez mieux collé à sa peau. La question pour l'avenir, Christiane. Alors Aurélie et Liam, vous avez été souvent aux États-Unis. Alors, États-Unis rime aussi avec Hollywood, le temple du cinéma. Est-ce que vous avez cherché à enfoncer les portes de ce 7e art là-bas? Alors, on va dire que j'ai vécu une très belle expérience, mais aussi une plus ou moins bonne aux États-Unis. C'est-à-dire que je suis allée justement dans le but de pouvoir me perfectionner, surtout perfectionner mon anglais, perfectionner mon art. J'ai été acceptée dans une très grande école américaine d'art. C'était à la période, malheureusement, où il y avait eu la guerre en Côte d'Ivoire. Donc j'avais eu une bourse, mais malheureusement qui n'a pas pu terminer, qui a été annulée malheureusement parce qu'elle tombait en période de transition, etc. Donc je suis partie, mais malgré tout, j'ai eu l'occasion, j'ai eu une chance inouïe de jouer en tout cas dans un court-métrage, à travers un casting aussi. J'ai déposé
mes photos, mon CV. Et j'ai été sélectionnée pour jouer dans un court-métrage, donc, qui est Dance with the Dreamer, avec Trenton Gum, qui était le réalisateur de ce court-métrage. J'ai joué en tant que figurante, mais bon, bien sûr, c'est quand même une expérience énorme pour moi, parce que c'est dans les grands studios, dans une série américaine, noire américaine, qui passait sur une télévision qui s'appelait TV One, qui s'appelle Love That Girl, avec Tatiana Ali, qui était l'actrice principale. Je rappelle que Tatiana Ali était la jeune fille qui jouait dans Le Prince de Bel-Air. Donc, la fille de Mohamed Ali la aussi. fille de Mohamed Ali. Donc, effectivement, tout ça a été des expériences pour moi très enrichissantes. Je compte repartir très bientôt. Mais je n'oublie pas aussi que, bon, voilà, il y a des opportunités ici, donc on essaye de jongler. Voilà. Et si un jour tu partais sur les chemins d'Hollywood, n'oublie pas que le... que j'ai rencontré Jean-Jacques. La version revue et corrigée à la hausse d'Eddie Murphy. Nous allons parler maintenant. Arrêtez de rire. Sur ce plateau, Eddie Murphy, il y a eu le prince de New York et maintenant le prince du Grand Talk. Et nous recevons un autre prince qui nous vient, vous savez d'où? Dites-nous Du tout. royaume chérifien. C'est ça. Du royaume chérifien. Ah ouais, ça s'applaudit, ça. Ça s'applaudit. Après un prince à New York, nous avons un prince dans le Marrakech qui nous rend visite ce soir. Je vous demande de faire plaisir et une ovation nourrie à l'homme qu'on appelle Wallace. Et voilà, nous recevons que des métis sur ce plateau. C'est vrai, aujourd'hui, le monde ne peut pas se targuer de vivre en reclus. Il faut bien pouvoir s'ouvrir. Et vous, vous êtes humoriste ivoiro-marocain. C'est ça. Vous mangez à la fois du couscous et du garba. C'est ça. Le couscous, c'est... comment c'est? Parce que le garba ici, c'est un peu une sorte de couscous. C'est ça. C'est à base de manioc. Mais chez vous, le couscous, C'est de la semoule. ouais, semoule de... La semoule de blé. Voilà, bravo. Je Voilà, voulais savoir donc, si quelqu'un le savait. Effectivement, c'est de la semoule de blé. de blé. Autant pour moi. Et vous en avez autant, du blé, je veux dire. Qui se mange, hein, pas l'autre. Pas l'autre. Pas l'autre. Auteur, acteur, vous avez à votre actif, devrais-je dire, plusieurs spectacles, des one-man shows, des représentations théâtrales, pour ne citer que les Marrakech du rire, aux côtés du grand Jamel Debbouze, dans la bouse dans laquelle, devrais-je dire, vous y faites votre... show, parce que le festival international du rire d'Abidjan, parce qu'on est là pour rire ce soir. C'est vrai. Et votre one-man show, Wallace fait son show, Abidjan Comedy Club, Gao Story, pour ne citer que ceux-là. Vous avez reçu le prix de la meilleure compétence humoristique de Côte d'Ivoire 2013-2014. Mesdames et messieurs, la meilleure compétence humoristique, je ne sais pas si ça veut dire le meilleur humoriste, le meilleur blagueur, mais c'est le meilleur compétent. C'est un beau prix. Ouais, et c'est très bien. Ce qui est bien, c'est la fin du prix. C'est très pétant. Et le 20 mars 2013... Arrêtez de rire. Et le 20 mars 2013, un événement très important. Dans Le ma 20 vie, mars, ouais. vous êtes 20 reçu pendant 20 minutes, Ouais, quand même, par le roi. par Sa Majesté. Ouais, Oui. ouais. Alors raconte. Bah moi, au début, quand on m'a appelé pour me le dire, je réalisais pas en Ouais. réalité. Donc on m'a dit, écoute, c'est l'ambassadeur du Maroc qui m'a appelé pour me dire, écoute, le roi veut te voir. Moi, je réalisais pas. Pour moi, bon, ça fait plaisir. J'avais animé le dîner la veille. Donc, Le roi avec Mohamed V. Mohamed VI. Mohamed VI, pardon. Mohamed pardon, VI. pardon. Pour le peu. Donc, j'avais animé, j'avais fait un passage avec Yves Zogbo au Palais des Congrès, au dîner avec le président de la République, Alassane Ouattara, et Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Et après ça, donc, j'ai été reçu. Donc, on était une délégation de 11 personnes. Et quand ils faisaient l'appel pour faire entrer les gens, ils m'ont pas cité. Donc moi j'étais un peu inquiet, j'ai dit excusez-moi, il y a un petit souci, je crois que vous avez oublié mon nom. Il a regardé comme ça, il m'a regardé, il m'a dit tu t'appelles comment toi? Je dis moi c'est Lazraktar. Et il a retourné sa feuille, il dit ah oui, vous c'est à côté.
Je dis, comment ça c'est à contact? Il dit, ben, ça veut dire, vous, le roi, il veut vous voir tout seul. Ouais. Et là encore, je ne réalisais pas. Donc la délégation marocaine, la délégation des hommes d'affaires marocains en Côte d'Ivoire a été reçue pendant une dizaine de minutes. Et quand ils sont sortis, moi, j'ai été reçu à mon tour, seul, donc à huis clos, avec Sa Majesté pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes où on n'a fait que parler de culture, de la Côte d'Ivoire, du Maroc. C'était un pur bonheur. Avant, bien sûr, de connaître les non-dits de cette réception pendant laquelle il ne nous parle que des mots, nous allons voir le contenu de la valise d'humour qu'il nous a envoyé ce soir avec un bel extrait des Marrakech du Rire. J'arrive à la réception 30 minutes avant de faire mon spectacle. J'arrive à la réception, je dis à la dame, bonsoir madame, j'ai un spectacle dans 30 minutes. Est-ce que vous pouvez me repasser mon pantalon et ma chemise en 10 minutes? C'est possible. Elle m'a dit, il faut compter à peu près 45 minutes, c'est ça en express. Je dis, ok, vous n'avez pas compris. Madame, j'ai un spectacle dans 30 minutes. J'ai envie de repasser mes habits en 10 minutes. C'est possible ou pas? Elle m'a dit, bon, j'appelle la bouanderie, je demande si c'est possible. Allô? Nagadef? Wow, magnifique. Wow, Nagati Genji. Alhamdulillah. Il est tombé dans les escaliers. Je lui ai dit, ça glisse. Pardon, j'ai dit, il y a un monsieur en face de moi là. Il a un pantalon et une chemise à de passer en 10 minutes. C'est possible? Oui, il est pressé. Waouh. Waouh, waouh. Jelly Jeff, waouh. Nyokobok. Je la regarde, je dis alors, elle me dit c'est bon, il n'y a pas de problème. Ils vont m'appeler dans 20 minutes pour me dire si c'est possible ou si c'est pas possible. C'est énorme. Wallace dans ses œuvres au Marrakech du Rire. Et Adama Daïko, hein, vous, je rappelle, vous êtes l'instigateur, sinon le propriétaire, du Festival international du Rire d'Abidjan, hein, dans lequel Monsieur Wallace a joué. Ah oui. Et vous avez certainement une question pertinente. Non, 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 vous savez, quand un humoriste Rencontre un autre humoriste. se retrouve en face d'un autre humoriste, je veux dire que c'est la confraternité. Ouais. Alors, monsieur Wallace, ça fait américain et non africain, marocain. D'où vient le nom Wallace? Bah de Ouattara. Ah bon? Ça s'écrit exactement pareil. O-U-A-L-A-S. Wallace. Ouais. Alors, monsieur Wallace, vous avez été reçu. Ou bien c'est vous qui avez reçu parce qu'il vous a trouvé à Abidjan, Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Il ne faut pas que tu nous mettes devant. Il ne faut pas que tu vas nous blaguer. On n'a qu'à laisser affaire les Français. Là. Wallace, le roi, vous avez parlé seulement de culture, de Côte d'Ivoire. Il t'a donné combien? On m'a déjà posé la question. C'est vrai que la question est très pertinente. J'ai reçu de la part du roi, et là c'est véridique, une grande aide, mais pas financière. J'ai reçu de la part du roi, il m'a dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Je lui ai dit, vous avez déjà fait beaucoup. Le fait d'être reçu là, c'est-à-dire que j'ai été quand même, on va dire, désigné parmi 3000 Marocains pour être reçu par Sa Majesté, pour moi c'était plus qu'un honneur. 3000 Marocains vivant en Côte d'Ivoire, autant le rappeler. Et il m'a dit, bon, ok, si il vous faut rien, nous on va quand même vous aider et on va vous faire jouer au Maroc. Quand je suis sorti du bureau de là où j'ai été reçu, au bout de 15 minutes, j'ai reçu un appel du directeur artistique du festival de Mawazine, qui est le plus grand festival en Afrique, où Psy joue, Rihanna et tout ce qu'on peut imaginer. Et on m'a proposé de faire la première partie de George Benson, le guitariste américain. Voilà. Donc c'est ce que j'ai reçu. Vraiment, vraiment, vraiment. Christiane, félicitations. Tout ça s'applaudit. Hein, première partie de George Benson. Ouais. Ben dans la foulée, j'ai envie de savoir comment a débuté cette formidable aventure du Marrakech du Rire. Alors, avant de parler du Marrakech du Rire, je voudrais d'abord remercier Adama Daïko qui est là parce que c'est lui qui m'a révélé au public ivoirien au Festival international du Rire d'Abidjan en 2008. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le rencontrer parce que c'est quand même un humoriste qui a bercé notre enfance, hein, dans ma génération. On le suivait depuis Bouaké et le fait d'avoir eu l'occasion de jouer avec lui était pour moi déjà le début d'une belle aventure.
En ce qui concerne le Marrakech du rire, je vais vous expliquer, c'est assez drôle. J'étais dans mon bureau en train de travailler et je reçois un appel. J'étais avec un monsieur et je reçois un appel d'un monsieur qui me dit « Bonjour, c'est Wallace ?» Je dis « Oui ». Il me dit « C'est Jamel Debbouze à l'appareil ». Je dis « Mon vieux père, pardon, je ne sais pas qui tu es, mais là, je n'ai pas le temps de m'amuser. Je suis en train de discuter avec quelqu'un. Donc rappelle-moi dans 5 ou 10 minutes. » Et j'ai raccroché. Un appel privé. Et quelque temps après, je reçois un appel, donc numéro privé. Allô, monsieur Wallace, oui, bonjour, c'est Jamel Debbouze à l'appareil. Ah, vieux père. Donc, c'est-à-dire que vous avez rien à faire. Bon, je t'écoute. Il dit, mais ça a été vraiment difficile de croire réellement que j'étais en train de parler avec Jamel Debbouze. Il me connaît ni d'Adam ni de Ève. Donc, j'ai appelé ma mère quand je lui ai dit d'aller, que je lui ai expliqué, parce que ma mère a travaillé à côté. Je lui ai expliqué, ah, il y a un gars qui m'appelle, il dit, c'est Jamel Debbouze. Il dit d'aller le voir au Palais de la Culture. Il va me donner un badge. Ma mère dit, j'y vais tout de suite. Elle est arrivée, elle m'appelle, elle n'était pas fière parce qu'elle a eu le badge. Elle me dit, j'ai pris une photo avec Jamel. Je lui dis, bon, ok, tu as eu le badge et tout. Elle me dit, je l'ai eu. Et j'étais vraiment content. Je suis allé voir Jamel à 19h et il m'a proposé de faire sa première partie le lendemain. Quand ma mère a vu que j'étais en première partie, et ça a été son rêve à ma mère, elle avait 2 rêves. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, mes parents étaient à l'origine de ce que je fais, parce que si mes parents ne m'avaient pas soutenu, je pense que ça aurait été très difficile pour moi. J'aurais jamais pu aller contre leur volonté, parce que chez nous, on respecte énormément. Quand je dis chez nous, je parle de l'Afrique en général. Et ils ont été là. Et ma mère était tellement fière de me voir en première partie de Jamel Debbouze qu'elle a appelé toute la famille au Maroc. Elle leur a dit, est-ce que vous savez que Jamel Debbouze, il a fait la 2e partie du spectacle de mon fils? Et voilà, donc c'est... Même pas la première partie, la 2e partie. Du spectacle de mon fils. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie. Merci à ce charmant public. Merci à Jamel Debbouze. Non, pardon, merci à Wallace. Sans oublier Eli, merci d'être venu. Merci d'être resté en notre compagnie. Adama Daïko avec ce magnifique sourire. Et bien sûr, Christiane Bandama dans la 2e partie de cette émission. Il sera l'invité. C'est monsieur Martial Aipo. À tout à l'heure. C'est l'heure de la pub. Chez Afriland First Bank, nous croyons à la dignité de l'Africain, pour qui nous bâtissons une banque panafricaine innovatrice. Et nous intégrons nos valeurs culturelles dans notre vision du métier. Entre le client et nous, c'est une relation de confiance que nous renforçons chaque jour avec notre expertise, notre flexibilité et notre proximité. Chez Afriland First Bank, depuis plus de 25 ans, nous sommes au service du développement de l'Afrique. Afriland First Bank, the pact with success. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans la 2e et dernière partie du Grand Talk. Et si vous n'étiez pas des nôtres dans la première partie, il y avait de la comédie avec Wallace et du cinéma avec Aurélie et Liam. Et cette 2e partie avec un invité bien connu de la scène politique ivoirienne. Un invité présenté, bien sûr, par Adama Daïko, que je vous demande d'applaudir. Merci beaucoup. Ben, vous qui nous suivez, notre invité est le président Joseph Martial Aipo. Selon nos investigations, il ressort, monsieur Aipo, que vous êtes de la génération des étudiants qui ont souvent troublé le sommeil à l'ancien régime du parti unique, c'est-à-dire le PDCI-RDA. 1990, année du multipartisme en Côte d'Ivoire. 1990, naissance de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, dont vous avez été le tout premier secrétaire général, très brillant. D'ailleurs, vous avez fait des études qui ont été sanctionnées par l'obtention d'un doctorat dans une université prestigieuse à Londres. Bien, enseignant, chercheur à l'université de Bouaké, l'université Alassane Ouattara, président d'un parti politique, UDL, qui dit ceci: sortir de la République des présidents rois pour aller vers celle du peuple roi. Ambition ou prétention. Dans tous les cas, la course à la présidentielle vous intéresse. Dans un match de foot, le porteur du numéro 6, il oriente les balles, il clarifie l'enjeu et c'est quelqu'un qui a très souvent du souffle. Et le souffle, vous en avez. Souffle, S
comme 6. J'en viens. Alors, vous êtes né un mois de juin, 6e mois de l'année. 6 ans après l'indépendance de notre pays. Monsieur Aipo, si vous acceptez d'être un leader en Côte d'Ivoire sur le plan politique, eh bien, leader, c'est 6 lettres. Monsieur Aipo, leader, 6 lettres. Joseph, 6 lettres. Martial, 7 lettres. Aipo, 8 lettres. Président, 9 lettres. République, 10 lettres. Côte d'Ivoire, 11 lettres. Comme le 11 avril 2011, à partir de 11 h, la fin de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Monsieur Aipo est notre invité. Monsieur Martial Joseph Aipo. Époustouflant. C'est le cas de le dire. Petit commentaire justement sur cette... Époustouflant, fantastique. Époustouflant, fantastique. Président. Autant vous le dire, vous Merci êtes beaucoup. Monsieur Martial Joseph Aipo, président de l'Union pour le développement et les libertés, l'UDL, depuis 2006. Bonsoir et bienvenue dans le Grand Talk. Bonsoir Jean-Jacques. Avec vous, on évoquera plein de sujets de société, notamment on parlera politique intérieure avec la CEI, la CDVR, le procès reporté des pro-Gbagbo. On parlera de ce fameux appel de Daoukro, de la présidentielle 2015 et de bien d'autres sujets. Martial Aipo, vous avez été président, secrétaire général et membre fondateur en 1990 de la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. 24 ans après, pouvez-vous nous faire un bilan justement de ce syndicalisme estudiantin? Oui, bon, disons que 1990 a été l'année de tous les espoirs, le changement démocratique dans le pays. Nous avons effectivement travaillé au retour du multipartisme et aujourd'hui, on peut se prévaloir d'être quand même parmi les organisations africaines qui ont contribué à la démocratisation de l'Afrique. Maintenant, il y a des effets collatéraux qui ont été développés, qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas acceptables, que d'ailleurs moi-même j'ai dénoncé lors du congrès de 2007, c'est-à-dire le comportement à la limite du vandalisme excessif que nous avons connu. Et puis bien entendu, il y a aussi le côté positif, notamment les acquis en termes académiques, en termes de la formation politique et idéologique de toute une génération. Et je crois que quand on fait le bilan, il est positif, même s'il faut déplorer ces effets négatifs que nous avons constatés. Christiane? Ben moi, j'ai envie de poser une question qui est vraiment en rapport avec l'actualité. Il s'agit de l'appel de Daoukro que personne n'a pu manquer ici en Côte d'Ivoire. Le président du PDCI-RDA, ancien président de la République, Henri Konan Bédié, qui, dit-il, fera tout pour appeler à voter ou soutenir la candidature du président actuel, le président Alassane Ouattara. Qu'en pensez-vous? Est-ce un recul de la démocratie? Est-ce que ce ralliement de ces deux grands partis biaise un peu le jeu démocratique en Côte d'Ivoire? Bon, disons que nous n'avons pas peur en tant que troisième voie, en tant que parti UDL, nous n'avons pas peur du ralliement du PDCI au RDR. Ce dont nous avons peur, c'est la machine qui va être mise en place pour véritablement étouffer l'opinion des Ivoiriens, notamment une commission électorale complètement barricadée, bâillonnée par le pouvoir, et puis bien entendu les conditions sécuritaires. Si ces deux conditions sont réunies, nous verrons clairement ce qui va se passer sur le terrain. Et d'ailleurs, nous sommes vraiment satisfaits que le président Bédié ait clarifié en dehors même de la procédure de son propre parti ce débat-là, parce que ça nous donne l'occasion de demander au président Ouattara d'être un peu plus relax et d'accepter que les conditions de l'élection soient absolument démocratiques. C'est que nous ne voyons pas pour le moment. Il semble que là, vous dénonciez des conditions qui biaisaient aussi les conditions d'élection de présidence. Absolument. De la CEI, la commission électorale indépendante. Et pourtant, l'élection était, semble-t-il, ouverte aux partis d'opposition. Non, vous savez, la commission électorale est un acquis du combat que nous avons mené de 1990 à 2000. Et l'article 32 est clair là-dessus. Il faut une commission indépendante. Indépendante par rapport au pouvoir, qui par le passé organisait les élections, mais aussi indépendante par rapport aux partis politiques qui contribuent à la prise du pouvoir au travers des élections. Comment vous voulez que des gens qui ont organisé des élections qui vont effectivement prendre le pouvoir s'arrangent pour le perdre? Non. Donc ce que nous disons, c'est qu'il y a une violation flagrante de la Constitution dans son article 32 par le fait qu'aujourd'hui, les partis politiques non seulement sont présents, mais dictent pratiquement ce qui va se passer à la CEI. C'est de l'illégalité totale. Et nous disons qu'à partir du moment où aujourd'hui le président Ouattara il est suffisamment
renforcé dans sa position à cause de l'appel de Wade de Bédié, mais qu'il prenne la décision historique au moins d'ouvrir le jeu politique pour qu'on voit effectivement si les Ivoiriens les accompagneront ou pas. Restons justement sur la CEI. Qu'est-ce que vous lui reprochez à cette commission électorale indépendante et qu'est-ce que vous auriez souhaité, M. Martial Aïpo? Disons que ce que nous reprochons à la CEI actuelle, d'abord, c'est son bilan. 3 élections, des milliers de morts. À partir de ce moment-là, il n'y a pas d'interrogation à se faire. C'est clair que c'est une CEI qui a pour objectif de créer plus de problèmes que d'en résoudre. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, elle n'est pas indépendante du tout. Et troisièmement, elle est accaparée par le pouvoir qui a créé les conditions d'une majorité mécanique. Donc, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions dans ces conditions-là? Nous ne pouvons pas accompagner quelque chose qui est, depuis le départ, piégé. Monsieur Martial Aïpo, pour en revenir à la CEI, alors qu'est-ce qui vous gêne fondamentalement dans la CEI actuelle et quelle serait, selon vous, la CEI consensuelle? Disons que ce qui nous gêne, c'est d'abord le bilan de la CEI, tel qu'elle a été formulée depuis l'accord de Pretoria, son bilan, plus de 30 000 morts, et donc nous pensons que c'est quand même suffisant. Deuxièmement, sa composition qui donne un avantage mécanique au pouvoir, à partir de ce moment, il n'y a pas de débat là-dedans. Et donc, c'est son caractère absolument antidémocratique. Et puis finalement, nous pensons que des acteurs qui sont appelés à gérer le pouvoir n'ont pas le droit d'organiser des élections qui devraient les conduire à ce pouvoir. Forcément, il va y avoir de la malhonnêteté. Et donc, il aurait fallu confier carrément la mise en place de ce processus-là à la société civile, comme par le passé, notamment sous les militaires. Alors, est-ce que c'est le président, Christiane? Oui, j'aimerais revenir en fait sur un aspect de sa réponse. Déclarer que la CEI serait responsable des 3000 morts qu'il y a eu en crise post-électorale. J'aimerais savoir si vraiment on peut imputer à la CEI cette responsabilité-là. Parce que oui, à la base, c'était peut-être aussi des candidats qui, chacun se revendiquait vainqueur. Oui, parce que justement, ces candidats font partie de la CEI. Donc, ils ont déjà créé les conditions institutionnelles de son incapacité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le fait que les candidats ne soient pas absolument certains sur la capacité de cette organisation-là à proclamer des résultats qu'eux-mêmes auront contribué à biaiser au départ, ça prouve clairement qu'en réalité, c'était fait sciemment de mettre beaucoup de politiques dans la CEI pour empêcher de proclamer des résultats positifs qu'eux-mêmes ils contesteraient. C'est pour ça que nous disons qu'il faut enlever les partis politiques en interne dans la CEI et permettre à la société civile, même si on les accuse d'être des miliciens en cagoule, mais mieux vaut avoir affaire à des gens qui sont en cagoule qu'à des militants politiques bien déclarés qui ont pour objectif de faire en sorte que les patrons prennent la place de la République. Vous revendiquez combien de militants et vous proposez également la 3e voie. La jeunesse ivoirienne a-t-elle adhéré à votre choix politique? Disons que la seule façon de répondre à votre question, Monsieur le Président, vous-même, vous avez été candidat aux élections. Oui, dans une vie antérieure. Donc, la seule façon de répondre à cette question, c'est de permettre qu'on ait des élections ouvertes et on verra qui représente quoi dans ce pays. Parce que jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, on ne peut pas dire quel parti est majorité dans le pays. Parce qu'il y a eu des élections qui ont toujours été parsemées par des incidents. On va parler maintenant de la CDVR, pour parler d'institutions, parce qu'on a parlé de la CEI. On va parler justement de cette commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, dirigée par Charles Konan-Banny. Est-ce que la CEI n'étant pas consensuelle, est-ce que nous sommes arrivés à la réconciliation, à ce dialogue, à cette vérité prônée justement par la CDVR, selon vous? Bon, la CDVR a fait son travail d'un point de vue théorique, notamment l'état des lieux, a aussi organisé récemment des audiences. Le problème, c'est la méthodologie. À partir du moment où nous considérons que la méthodologie est un peu biaisée, effectivement, le résultat ne peut pas être probant. D'un autre côté, il y a l'action du gouvernement qui a parsemé toute l'activité de la CDVR. L'action du gouvernement a fondamentalement, je ne dirais pas piégé la CDVR, mais a pratiquement liquidé le travail que Banny faisait. Je vous donne un exemple qui est simple. Comment aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler de réconciliation, on pense juger des gens.
sur des bases que nous, on ne connaît pas, parce qu'aujourd'hui, la crise a opposé deux camps, et un camp est menacé, l'autre est tranquille. Bon, bref, je vous dis que en réalité, la CDVR n'a pas bénéficié d'un contexte et d'une méthodologie qui lui permettrait d'éventuellement faire bien son travail. Du coup, vous, Monsieur Aipo Martial, à la place de Charles Konan-Banny, à la tête de cette commission, quelle méthodologie auriez-vous préconisée Bon, dans un premier temps, oui, parce que pour nous, il est important qu'il y ait une espèce de catharsis nationale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas fermer le débat. Il ne faut pas que le débat soit entre les commissaires de la CDVR. Il aurait fallu qu'on ouvre le débat. Il y a des gens qui ont fait des témoignages, on n'en a pas entendu parler. Les médias ont été exclus, de telle sorte que nous sommes à même de croire que ce qui s'est passé en 2010 va se répéter. Parce que les Ivoiriens n'ont pas été choqués dans leur âme par les témoignages de ce qui s'est passé. Donc on pense que c'est des individus qui ont eu des sœurs, des mamans violées, etc., etc. Mais en réalité, ça a été un drame national. Donc ça, c'est un premier point au niveau de la méthodologie. Le deuxième point, c'est le contexte. Quand on donne la possibilité à un Premier ministre de faire un travail et qu'on le soupçonne d'être candidat à la présidentielle de 2015, c'était assuré par tous les moyens qu'on fera tout pour le faire échouer. Est-ce que vous voyez? Donc, choisir Banny, alors qu'on avait en conscience que peut-être qu'il peut être candidat aux prochaines élections et revendiquer le fait d'avoir réussi son travail, comment vous voulez qu'il réussisse? Donc, à partir de ce moment, nous disons que le choix de Banny était bien calculé pour empêcher la CDVR de faire son travail. La méthodologie a contribué. Et puis finalement, comme vous le constatez, CDVR, c'est cadavre en abrégé. C'est le cas. Vous avez évoqué dans vos propos tout à l'heure en parlant de la CDVR, notamment ce procès des pro-Gbagbo, 83 pro-Gbagbo qui auraient dû être jugés le 22 octobre dernier, mais le procès a été reporté sine die. Alors, Afin Guessan parle justement de ce procès comme un procès politique visant à taire l'opposition significative avant les échéances électorales de 2015. Procès destiné justement à priver les pro-Gbagbo de leurs droits politiques. Voilà. Pour vous, vous avez l'impression que c'est une caricature judiciaire qui ne concerne qu'un seul camp, notamment ce procès des 83 personnalités pro-Gbagbo? Bon, disons que le timing aussi pose problème, parce que vous savez très bien, je crois que c'est pour ça que ça a été reporté. On a eu la mère du président Gbagbo qui est décédée, et en même temps, juger les pro-Gbagbo, c'était un peu assez délicat. Donc je pense que en ce temps précis, le ministre de la Justice a considéré qu'il fallait peut-être décaler. Mais là, le problème de reporter le procès n'est pas juste. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'est-ce que le gouvernement veut. Est-ce que le gouvernement veut mettre fin à l'impunité comme ils l'ont proclamé quand ils étaient dans l'opposition, ou alors essayer de régler des comptes? Et si on fait ce choix-là, à partir de ce moment, on peut voir clair. Mais nous avons l'impression que le gouvernement a, je vais dire, le RDA a laissé tomber la revendication de la lutte contre l'impunité pour faire la promotion de la stratégie du maintien au pouvoir. Et c'est ce qui justifie, si vous voulez, tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau du processus judiciaire en Côte d'Ivoire. Alors, Daïko, une question peut-être sur ce procès-là. Oui, tout à l'heure, notre invité a évoqué le décès de la mère de l'ex-président, que voilà pourquoi il y a eu un report. Monsieur Martial Aipo, Gado Marguerite, Gado, c'est le nom de famille de la mère défunte de l'ex-président. Mais dans Gado, vous avez G-A-D-O. G comme Gbagbo, A-D-O, Ado. Alors, cette coïncidence-là ne peut pas contribuer à la réconciliation pendant les funérailles? Absolument. Moi, je pense que le président Daïko il a absolument raison. Je m'explique. En pays d'où je viens, même quand il y a la guerre, c'est autour des cadavres qu'on crée les conditions de la réconciliation. Et moi, j'aurais souhaité vraiment que, c'est vrai, la maman est décédée, 93 ans, vraiment elle a vécu, mais que ce soit une occasion pour tout le monde de s'asseoir pour essayer de trouver des solutions à cette crise-là. On ne va pas continuer à régler les comptes. Et je crois qu'aujourd'hui, le report de ce procès-là est un bon signe. Nous encourageons le gouvernement à aller dans le bon sens, c'est-à-dire à prendre son courage à deux mains
et de faire asseoir le FPI et toutes les forces politiques du pays pour créer les conditions d'un dialogue véritable entre les acteurs, pour qu'on crée effectivement des perspectives apaisées pour les élections. Et je crois que dans ces conditions-là, effectivement, le nom de la vieille aura contribué, et paix à son âme, à un travail absolument fantastique. Vous pensez que monsieur le président ivoirien Alassane Ouattara devrait agir justement dans ce procès? Non. Peser de sa personnalité pour libérer tout le monde? Non, ce n'est les pas prisonniers politiques? Moi, je suis un peu dans une position qui est simple, puisque je n'ai pas été acteur de cette crise-là, donc je suis un peu à l'extrême. Donc je peux avoir un avis un peu objectif. Il y a eu une guerre dans ce pays depuis 2002. Il y a eu des victimes des deux côtés. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'elle est innocente. Même moi qui vous parle, je suis le formateur de toute cette jeunesse-là qui s'est impliquée. Donc, s'il y a un procès, il faut déjà commencer, même, ne serait-ce que par moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si nous considérons que c'est l'aspect judiciaire qui est important, il n'y a pas de problème. Il faut poser ces problèmes-là et il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire mettre en procès tous ceux qui sont responsables, directs ou indirects, de cette crise-là. Mais si nous considérons que c'est une question de gestion de l'avenir de notre pays, alors il est important de poser les vraies questions et de s'interroger, voir comment trouver les solutions. Parce que moi, je vous dis clairement que si en 2015, nous réussissons à battre Ouattara malgré l'appel de Daoukro, comment vous pensez que les partisans de Ouattara vont réagir? Ils vont accepter et nous féliciter ou ils vont refuser? Monsieur Aipo Martial, nous allons maintenant parler de votre parti politique, l'Union pour le développement et les libertés, l'UDL, créée depuis 2006. Alors, quelle est l'idéologie de votre parti? Disons que nous sommes du centre-gauche. Nous souhaitons une démocratisation et en même temps une politique sociale qui permettrait de résoudre les problèmes des masses ivoiriennes et éventuellement projeter la Côte d'Ivoire comme l'un des leaders de la sous-région, sinon de l'Afrique aujourd'hui. Alors, quand on voit M. Alassane Ouattara, contrairement à ses dévanciers, que sont Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédier, Guéhi et Laurent Gbagbo, pour ne citer que ceux-là, est-ce que vous avez l'impression que c'est un homme du dialogue qui va vers les partis politiques que vous êtes? Est-ce que vous l'avez rencontré? Non, je ne pense pas que est-ce que vous avez souhaité soit le dans rencontrer? cette disposition. Vous savez, pour la petite confidence, quand il était dans l'opposition, je fais partie des gens qui l'ont convaincu à aller à la rencontre organisée par le président Baba en son temps, puisque lorsque le forum de réconciliation a été créé, il y avait une position tranchée au sein du RDR qui ne voulait pas qu'il participe à ce forum. Le 11 septembre 2001, je suis arrivé à Paris, je l'ai rencontré dans ses bureaux, je lui ai dit, Monsieur le Président, il faut participer au dialogue. Partout où il y a une possibilité de trouver une solution à la crise ivoirienne, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de boycotter. Je fais donc partie des gens qui l'ont, d'une manière ou d'une autre, convaincu à participer à ce forum-là. Et donc, je suis un peu choqué qu'aujourd'hui, il ne retourne pas, si vous voulez, l'ascenseur à l'opposition. Est-ce que vous avez souhaité, vous avez tenté de le rencontrer? Mais non, je n'ai pas tenté de le rencontrer. C'est lui le président de la République. S'il considère qu'il n'y a pas de problème dans le pays, il n'y a pas de problème. Mais s'il voit qu'il y a des problèmes dans le pays, c'est à lui de prendre l'initiative, de faire en sorte que l'opposition et le pouvoir se rencontrent pour créer des conditions d'un dialogue républicain. Et donc, à partir de ce moment-là, je ne comprends pas que des individus, on accuse toujours les chefs d'État, des individus sont dans son entourage et lui conseillent la ligne dure. Mais cette ligne dure, vous savez, les résultats sont toujours catastrophiques. Je pense qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Souvent, en Afrique, on considère le président comme le père de tous. Voilà. Donc, il doit effectivement contribuer à calmer la situation et à faire en sorte qu'on se retrouve et qu'on crée les conditions d'un véritable dialogue ensemble. Parce que s'il est élu demain, il est réélu, qu'est-ce qu'on va retenir de sa présidence? Les routes qu'il est en train de refaire ou alors le symbole d'une nouvelle république dans laquelle nous entrerons si effectivement on fait les réformes constitutionnelles, institutionnelles et politiques. Christiane, une question certainement sur les rapports président-opposition.
Tout à fait. Et d'ailleurs, je vais ajouter à cela les travaux qu'il a évoqués tout à l'heure, notamment la construction des routes. Donc, demander quelle est l'appréciation qu'il fait des actions posées par le gouvernement actuel pour le développement, par exemple, des infrastructures et autres. Disons que j'ai un œil académique et puis en même temps un œil politique. D'un point de vue académique, je dis que nous avons connu 30 ans de prospérité à 2 chiffres, de 1951 à 1977, et ça fait 40 ans que nous sommes aujourd'hui dans les difficultés. Pourquoi? Parce que le problème structurel de l'économie, qui était d'adapter, si vous voulez, l'émergence politique de la Côte d'Ivoire à son développement économique, n'a pas été réglé. Puisque vous savez que les conditions du développement et du décollage sont principalement de faire coïncider l'ossature politique avec le développement économique, ce qui n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Parce que les politiques, lorsqu'ils arrivent au palais, ils refusent systématiquement la démocratisation qu'impose ce que l'économie veut aujourd'hui. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que quel que soit le nombre de kilomètres de route que vous allez révertir, ça ne va pas résoudre le problème parce que structurellement, le problème n'est pas résolu. Deuxièmement, je considère aujourd'hui que pour qu'il y ait de l'émergence, comme eux-mêmes ils l'ont qualifié, il faut créer les conditions d'une paix à long terme. La paix qui se fait avec les armes ne peut pas être une paix qui conditionne, si vous voulez, les investissements à long terme. À partir de ce moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les prochaines années, il va y avoir encore une réjouissance, une crise qui va faire couler les investissements qu'ils auront fait. Et troisième point, comme vous le constatez, en 3 ans, nous avons pris déjà près de $1 milliard de crédits. Et moi, ça m'inquiète. Parce que nous sommes sortis de cette histoire-là avec le PPTE et nous courons vers une autre situation d'endettement explosif. Qui va rembourser ces dettes-là? Ce sera la population ivoirienne. Et ça va encore créer les conditions d'une autre crise comme on l'a connue par le passé. Donc, d'un point de vue structurel, d'un point de vue académique, je pense que la dynamique est nulle. Voilà. On va parler pour terminer maintenant des présidentielles 2015 et des ambitions, évidemment, du leader politique que vous êtes, Monsieur Martial Joseph Aïpo. Et peut-être une question sur les ambitions de notre invité pour les présidentielles 2015 avec Adama Daïko. Oui, Monsieur Aïpo, vous donnez toujours cette envie de poser des questions. Vous êtes un leader politique et non un dealer politique. Natif de Lakota, qui fait encore 6 lettres. Alors, Monsieur Aïpo, la génération Fessi, c'est Aïpo Martial, c'est Guillaume Soro, c'est Blé Goudé, bien d'autres. Alors, vous voyez un jour président de la République, génération Fessi? Bon, disons que nous avons la possibilité, nous en avons la capacité. Vous-même, vous venez de citer le Premier ministre Guillaume Soro. Il n'est qu'à une porte de la présidence de la République en étant dans l'antichambre de l'Assemblée nationale. Soit dit en passant, avant de vous laisser poursuivre, est-ce que vous et Guillaume Soro, vous voyez, vous non, côtoyez non, depuis pas du tout. Ça, je le dis clairement, on ne se voit pas. Il est très occupé, il est président de l'Assemblée nationale, il voyage beaucoup, il n'a pas le temps à consacrer à des anciens comme nous. Ah non, il veut dire que vos différents protocoles se voient? Non, absolument pas du tout. Il n'y a pas de connivence entre nous. Il est très occupé. Et moi, je pense que c'est bien comme ça. Alors, on va vous laisser poursuivre sur vos ambitions personnelles, mais surtout vos ambitions présidentielles. Non, disons qu'aujourd'hui, nous avons la capacité, vous voyez, intellectuelle. Nous avons une vision pour la Côte d'Ivoire, un projet de société qui est absolument fantastique. D'ailleurs, plusieurs gouvernements ont pillé, entre autres, je citerai, sans faire d'ombrage à qui que ce soit. Le CCDO, c'est notre idée. La Côte d'Ivoire des 12 régions, parce qu'il y a une rationalité économique à mettre en place, faire en sorte que le développement ne soit pas seulement à Abidjan, mais qu'il parte effectivement des régions. Nous avons ces idées-là que nous les avons émises. Et puis bon, bien entendu, le gouvernement essaie de les voler. Mais quand vous n'êtes pas propriétaire d'une idée, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout. Alors, nous avons des idées. Nous nous sommes battus en 90 pour qu'il y ait la démocratie. Effectivement, les aînés en ont profité pour devenir des présidents de la République, mais ils ne nous donnent pas la démocratie. C'est à notre génération de prendre nos responsabilités, de faire les réformes constitutionnelles et institutionnelles nécessaires pour qu'on ait la démocratie et que le peuple de Côte d'Ivoire ait la possibilité de choisir son président ou son député ou son maire véritablement sans qu'il y ait, si vous voulez, la menace des baïonnettes et des machettes dans leur dos. Si vous étiez président, quelle est la première chose que vous feriez? La première chose que je ferais le lendemain de mon élection présidentielle, c'est de convoquer une conférence nationale souveraine pour faire le bilan de 50 ans de démocratie ratée pour le pays et puis effectivement lever le doute sur la capacité à gérer scientifiquement le pays. Par exemple,
arrêter la surfacturation. Parce qu'il n'y a pas eu de bilan depuis. Et donc, ça peut continuer comme on l'a constaté. Ce n'est pas le DG, sinon le DAF de la primature qu'il faut sanctionner. C'est le Premier ministre qui est le premier responsable de cette surfacturation-là. Pourquoi c'est le DAF qu'on sanctionne? C'est parce qu'on est dans une société de connivence qui a pour objectif de toujours caresser les décideurs, c'est-à-dire les mangeurs, les dealers. Merci pour le terme. Merci beaucoup. Dernier mot peut-être pour mettre un terme définitif au Grand Talk. Bon, disons que moi, je tiens vraiment à remercier Vox Africa parce que depuis 24 ans que je suis dans ce métier, je n'ai jamais eu la possibilité d'être reçu personnellement par la RTI. Et je suis un peu choqué. La RTI, qui je le rappelle, est la radio-télévision ivoirienne. Merci. Voilà. En tout cas, sans oublier Adama Daïko et bien sûr Christiane Banama et ce charmant public.